L'origine du projet se situe dans la ville de Kupéla, embranchement RN4-RN16 et prend fin à la frontière avec le Togo, soit environ 150 km. La zone d'influence directe du projet regroupe donc les agglomérations de Kupéla, Tenkodogo, Bitou et Senkansé. La zone d'influence élargie du projet couvre les pays de l'Interland, de la zone UEMOA, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo et Ghana. La RN16, objet des travaux, est divisée en 3 tronçons correspondant à 3 lots. Lot 1, Kupéla, sortie de Tenkodogo, 48 km. Lot 2, sortie de Tenkodogo, entrée de Wada, 28 km. Lot 3, entrée de Wada, frontière du Togo et la bretelle de Mugandé, 77 km. Le projet a pour objectif global de contribuer à l'efficacité du sous-secteur des transports routiers pour soutenir la mise en œuvre du programme économique régional PAIR, le développement économique et social de l'intégration régionale en zone UEMOA. Les objectifs spécifiques sont: réhabiliter et renforcer la RN16 150 km, assurer un meilleur échange entre les provinces du Kouritenga, du Boulgou et du Koulpé-Lougou, accroître les échanges entre ces zones à haute potentialité agricole, fruitière, halieutique et pastorale avec le reste du pays, améliorer la sécurité des usagers, contribuer à l'accroissement du trafic dans la zone du projet, réduire le temps de parcours entre Kupéla et la frontière du Togo d'environ 30% et les coûts d'exploitation des véhicules. La réhabilitation est une bonne chose. Notre souhait est qu'on nous mette des ralentisseurs. Notre souci majeur, c'est le manque d'eau. Dans tous les villages, il n'y a qu'un seul forage. Et si on peut nous aider dans ce sens. Notre souhait est qu'on élargisse les routes et qu'on mette des ralentisseurs. La réhabilitation est une très bonne chose pour nous les usagers de la route. Coucher là, c'est gros trop même. Vraiment, on est fatigué. Voilà ici même. On a essayé de traverser. Voilà ici. Ça touche. On est fatigué. Et puis les biscuits au Burkina là, c'est pas la même chose. Mali là, tous les biscuits au Mali, c'est pour avec ballon. Le Burkina là, c'est lame. Lame là, si c'est lame là, coucher là, tu vas traverser ça. Mais pour là, non, nous là, on est fatigué là. Le montant des travaux du lot 2 s'élève en francs CFA, hors taxes, hors douane, à 10 milliards 566 509 393.
Le montant des prestations de la MDC en francs CFA, hors taxes, hors douane, s'élève à 603 149 224, soit au total 11 169 658 617 francs CFA, hors taxes, hors douane. Le taux d'avancement à ce niveau, c'est aux alentours de 20% pour un délai consommé de 70%. Présentement, nous sommes en train d'exécuter des purges au niveau des zones fortement dégradées. On a commencé par ce niveau parce que même dans la CCTP, il est déjà demandé de commencer au niveau du PK 76 pour traiter rapidement les zones dégradées pour faciliter la circulation. Ces zones sont fortement vraiment dégradées. Voilà, on est en train d'exécuter des purges pour un apport de nouveaux matériaux qui va respecter les caractéristiques et l'exigence de la CCTP. À propos du béton, nous sommes à un taux d'avancement de 65%, comme toujours pour un délai consommé de 70%. Ce lot, au début, c'était prévu pour 18 mois, avec un contrat de négociation avec l'administration, c'est-à-dire changer le délai d'exécution de 18 mois vers 12 mois. Nous avons un contrat de négociation dans ce sens où il y a des conditions. La première chose, c'est l'accompagnement étroit de l'administration et de la mission de contrôle pour achever les travaux dans le délai. Mais vraiment, pour dire la réalité, nous avons rencontré beaucoup de problèmes concernant l'équipe labo LMBTP qui sont déjà arrivés un peu en retard vers le mi-avril. Même les procédures d'exécution et de réception géotechnique, nous avons beaucoup de réserves sur ça. On a réclamé ça dans les PV des réunions, par lettre, même au niveau de la direction générale, au niveau des réunions du 10 mai 2017. On a vraiment réclamé ça en gras. C'est pour cela peut-être qu'on aura un peu de retard. On ne peut pas respecter ou bien d'achever tous les travaux dans 12 mois. On est en train de négocier avec la mission de contrôle et l'administration pour une prolongation du délai, bien sûr en se basant sur des raisons et des arguments raisonnables. En attendant la confirmation, voilà, on espère qu'on va achever les travaux en respectant le délai à prolonger. Autre chose, nous comme Sorobat, la qualité c'est avant tout. C'est pour cela qu'on est en train d'exécuter les choses suivant les règles de l'art. S'il y a un purge, on le fait. S'il y a des fissurations au niveau des anciens ouvrages, on a choisi avec l'accord de la mission de contrôle de l'administration de reconstruire tous les ouvrages pour assurer une bonne qualité de nouveaux ouvrages, bien sûr. On peut exprimer ce retard marqué au niveau d'avancement des travaux et le pourcentage insuffisant d'avancement des travaux. On peut exprimer ça par l'augmentation énorme des travaux pour les quantités de déblais et remblais qui se sont multipliées x 4. C'est-à-dire on a prévu 5000 remblais, 6000 déblais. Maintenant, d'après nous avons métré l'étude, nous avons 31 000 mètres cubes de remblais. Aussi, c'était prévu dans la CCTP de rallonger tous les ouvrages, mais après un diagnostic qu'on a fait contradictoirement avec l'administration et la mission de contrôle, on a constaté que le béton est fissuré et vieilli. Alors on a décidé de reconstruire tous les ouvrages
qui, c'est-à-dire, va augmenter automatiquement la quantité d'acier, de béton et des fouilles remblées des ouvrages et tout ça. Ces points, on peut le justifier ce retard. J'avais souhaité visiter les travaux parce que, comme vous le savez, en tant que coordinateur de projet, je me dois faire régulièrement des déplacements sur le terrain, constater donc l'état d'avancement physique des travaux et également de la qualité donc, des travaux qui sont en train d'être réalisés. Alors l'impression que j'ai eue donc à l'issue de cette visite, c'est une impression que j'avais déjà avant même de commencer la visite, notamment le retard quand même dans l'avancement des travaux que nous avons pu constater. Parce que les travaux ont démarré depuis janvier 2017 et sont censés terminer d'ici mars. Et au regard donc du taux d'avancement actuel qui est de l'ordre de 20%, et en tout cas nous constatons, et vous aurez aussi constaté également avec moi qu'il y a quand même un retard dans l'avancement des travaux. Maintenant, sur le plan de qualité des travaux, la qualité des travaux est appréciable, une bonne qualité des travaux que nous avons pu constater sur le terrain. Donc nous allons inviter l'entreprise à poursuivre les travaux dans la qualité, mais aussi à augmenter le rythme de travaux, de sorte qu'on puisse résorber le retard accusé. Le retard pour nous est imputable à l'entreprise, mais il faudra aussi remarquer que nous venons de sortir une saison de pluie, une saison qui n'est pas favorable pour les travaux routiers. Mais nous allons continuer à mettre la pression du côté de l'entreprise pour qu'on puisse résorber ce retard d'ici le mois de mars. Parmi les tâches, bien les activités du chef de mission, nous avons des tâches d'ordre administratif, des tâches techniques. Bon, parmi les tâches administratives, il y a l'organisation, bien la tenue des réunions. Donc je préside les réunions de chantier. Bon, j'élabore les rapports d'avancement des travaux, que ce soit les rapports mensuels et les rapports trimestriels. En dehors de ça, il y a aussi les différents courriers. Nous recevons des courriers, nous adressons aussi des courriers, nous répondons. Donc il y a le courrier, la rédaction de courriers. Bon, de temps en temps, étant donné que le chef de mission est le coordonnateur des activités des experts, donc nous descendons sur les chantiers pour voir l'évolution des chantiers et échanger avec les experts de l'évolution, du déroulement des travaux sur le chantier. Il y a les réceptions des travaux qui rentrent aussi ça veut dire quoi, sont des fiches, les travaux sont déjà réalisés, donc il faut maintenant les confirmer. Et donc il y a des petites fiches, bien des demandes de réception que nous signons, etc. Donc tout cela fait partie de nos activités de tous les jours.
l'ingénieur surveillant des travaux à pied d'œuvre, il est en quelque sorte le policier des travaux. C'est lui qui doit passer partout là où il y a des tâches en exécution pour voir si les tâches s'exécutent conformément aux prescriptions techniques. Tout ce qui est mentionné dans, dans des contrats du genre, toutes les tâches, on les a définies, comment il faut les faire. Donc l'ingénieur à pied d'œuvre, c'est à lui de voir et faire appliquer, en tout cas en grande partie, appliquer comme il se doit pour que les travaux, on puisse les qualifier et exécuter conformément à la technique, quoi. Voilà, donc on est là, et c'est ça, tous les points de travaux, il faut passer pour voir, et en fin de soirée, élaborer un miroir, parce que toute personne qui n'est pas là en fin de soirée, par exemple, si elle arrive, elle peut prendre le cahier en question pour voir tout ce qui s'est exécuté, le nombre de personnes qui a été mobilisées, les engins et le volume de travaux abattus. Voilà. À côté de ça, bien sûr, c'est difficile vraiment. Les problèmes qu'on rencontre, c'est la difficulté de faire comprendre aux gens l'importance des techniques écrites. C'est vrai, il y a des chefs de chantier et des chefs d'équipe qui connaissent le travail. Mais maintenant, par exemple, en mise en œuvre des terrassements, il faut extraire tout ce qui est corps étranger dans le matériau. Les manœuvres, les braves manœuvres que nous avons, ils sont aussi limités dans le temps parce que souvent, du matin au soir et au soleil. Et encore, le travail est itinérant. Il y a des moments où ils n'arrivent plus à enlever, surtout s'ils ne sont pas en nombre suffisant. Alors que s'ils n'enlèvent pas, ils n'arrivent pas à extraire tous ces éléments impropres au remblai, si nous les compactons comme ça, c'est des problèmes. Donc il y a des moments où on arrive à dire au moment donné, bon, travailler, il faut enlever. Bon, c'est difficile. À la limite, si vous ne dites pas qu'ils sont fatigués, ils en ont marre de ramasser. Mais bon, c'est le travail qui l'exige. Voilà, sinon, bon, quand même, ça va. C'est souvent la communication, bien sûr aussi, un autre problème. Parce qu'en principe, le rôle du surveillant comme ça que je suis, chaque jour que Dieu crée, au chantier, on doit me remettre le programme journalier de travail. L'entreprise doit me remettre son programme journalier. C'est en fonction de ça, par rapport à mon expérience aussi, je peux dire, ah, ici ça urge, je peux aller suivre là-bas c'est plus important. Mais bon, souvent, actuellement, on ne l'a pas. Au début, on l'avait, actuellement, c'est un peu difficile, je ne le reçois pas. J'en demande, mais les gars aussi, ils accusent autre chose, qui font que, bon, ils n'ont pas ça pour me donner. Bon, sinon, bon, vraiment, ça va. C'est une entreprise quand même qui se débrouille vraiment très bien. Elle est sur les 3 lots. Ça va ici, on se démerde. Il n'y a pas un chantier où tout peut rouler comme c'est des roulettes sur des rails. C'est difficile. Ça, c'est pas possible. On va faire ça en respect de toi. Si Raphaël exagère comme ça, il exagère comme ça, on va réparer tout forcément. Non, c'est pas comme ça. Notre travail consiste à faire le contrôle des activités de Serobat. C'est-à-dire que on fait des réceptions, c'est-à-dire les travaux qu'ils font, que l'entreprise fait là, il nous fait appel pour qu'on aille faire des relevés, des contrôles topographiques. Voilà. Bon. Et chaque fois qu'ils finissent une activité sur le terrain,
ils envoient une demande. Je peux même vous montrer. Une demande de ces gens, je ne sais pas s'il faut montrer ou pas. Hein. Voilà, une demande de ces gens pour dire qu'ils ont fini cette activité et ils nous demandent de venir faire le contrôle. C'est-à-dire qu'avec les appareils, l'appareil topographique là, on va voir si le travail est bon et accepté, quoi. Et c'est nous qui faisons cette réception, c'est ça qu'on appelle la réception. Et si c'est bon, nous, ils nous envoient en tout cas les données, on valide, on fait la signature pour dire que le travail est bon. Bon, jusqu'ici, on n'a pas rencontré de problème majeur en tout cas. Voilà, mais seulement, nous suivons le rythme de l'entreprise aussi, quoi. Voilà. Et bon, je dirais que jusqu'ici, on n'a pas eu de problème majeur, parce que s'il y a le problème, là, nous, on fait appel aux topographes, parce qu'ils ont des topographes aussi, une équipe topographique, c'est eux qui contrôlent surtout les travaux, pour les dire, bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, des trucs comme ça. Et les réceptions, là, c'est les PST, c'est pas le terme là où... Voilà, ça dit quand on... Voilà. Quand après débroussaillage, tout qu'on sort là, quand on fait un premier... Voilà, c'est-à-dire qu'on décape et la partie là, avec l'air machine, là, voilà, ça c'est le PST, quoi. Voilà, c'est ça qu'on va contrôler. Bon, ensuite, il y a les contrôles aussi des ouvrages, là où il y a des dallos, les ponts, là. Voilà. Quand plus souvent, les dallos qui existaient là, vous avez remarqué, ils ont enlevé, ils sont en train de refaire là, quoi. Bon, donc, on va, quand ils creusent, nous on va faire le contrôle. C'est la fouille, quoi, la fondation. On fait le contrôle. Ils envoient d'abord une demande, on va faire ce contrôle. Ensuite, ils vont mettre un béton qu'on appelle le béton de propriété. Voilà. Avant de mettre le radio, quoi. Bon, tout ça c'est contrôlé parce qu'ils mettent des piquets que nous on va contrôler, quoi, pour voir le fil d'eau là. C'est-à-dire que si la pente est bien dans le sens de l'écoulement de l'eau, quoi. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça qu'on contrôle. Et puis bon, on fait des calculs. Souvent, on détermine, on fait des calculs de métrie, on détermine les volumes. Voilà, différents volumes. Je peux vous montrer un peu, voilà. Ça se présente comme ça. Voilà. On prend le point, les piquets, des trucs comme ça, et puis on calcule le volume. Pour le moment, bon, nous sommes à ce stade-là, on fait ces réceptions. Effectivement, nos prestations se font à deux phases. La première phase est déjà partie, dans la phase d'études, où nous avons assisté l'entreprise à faire le levé de détails, vérifier la polygonale, les bornes, pour que le projet d'exécution puisse être bâti. Et maintenant, nous sommes dans la phase d'exécution, puisque tous ces documents sont revenus validés, approuvés par le chef de mission. Donc maintenant, c'est la phase d'exécution que nous sommes. Et dans ça, nos prestations sont les contrôles topographiques. Et ça se fait à deux niveaux, au niveau du terrassement et au niveau des ouvrages, pour ce qui se passe actuellement. Donc au niveau du terrassement, tel que le chef vous a dit, chaque travaux, nous intervenons. Donc au niveau du débroussaillement et du nettoyage, l'équipe topo assiste l'entreprise pour que les limites de l'emprise telles que le dossier d'exécution est validé puissent être faits exactement comme ça. Donc nous assistons, nous réceptionnons. Quand c'est passé, maintenant on fait le décapage et on enlève les 15 cm de couches qui doivent
partir, qui ne sont pas bons. Et nous faisons aussi des réceptions là-bas. Toujours avec l'entreprise, ils émettent des demandes. Et après, on passe aux opérations du déblai remblai. Et quand ces opérations finissent, l'équipe Topo passe pour la réception du PST tel que vous avez dit, qui est la partie supérieure des terrassements. Donc, ceci étant, c'est ça que nous faisons actuellement. Et quand cette étape est passée, on fait l'apport de fondation. Donc pour ça, nous allons passer pour les réceptions ultérieurement quand le sol ciment va passer. Comme on n'a pas encore démarré cette tâche, on n'a pas encore procédé à ce genre de réception. Ça, c'est ce qui se fait au niveau du terrassement. Mais au niveau des ouvrages, il y a les plans d'exécution des ouvrages que nous disposons, validés par les serres d'ouvrages d'art. Donc, notre travail consiste à vérifier ou bien à contrôler les différentes cotes des étapes de la réalisation de ces ouvrages. Donc, nous passons pour l'implantation même de l'ouvrage. On contrôle l'implantation, on voit que tous les points du contour de l'ouvrage sont vraiment matérialisés tels que le démontrent les plans d'exécution. Et après, on autorise l'entreprise à démolir l'ouvrage. C'est vrai qu'auparavant c'est des rallongements, maintenant on fait la construction entière de l'ouvrage. Donc on enlève pratiquement tout. Ça fait qu'on vient maintenant, on réceptionne le fond de fouille de façon topographique. Quand c'est passé, maintenant on réceptionne le béton de propriété. Après cette réception, on vient réceptionner maintenant le fil d'eau. Le fil de l'ouvrage pour que le radier puisse être collé. Et après maintenant, on n'intervient plus, on laisse l'ouvrage continuer dans son exécution. Voilà. Donc, c'est les deux grands travaux que nous faisons. Et nous disposons du matériel qu'il faut pour faire. Parce que le projet a prévu que l'entreprise nous fournit un certain nombre de matériels. Et pratiquement, je dirais, l'ensemble de ces matériaux sont fournis. Et nous utilisons, comme c'est les réceptions arithmétiques, voilà pourquoi c'est un de ces matériels qui est là-bas. Le reste, on l'a au magasin. Nous n'avons pas de magasin dans notre structure, si on l'a laissé de l'autre côté. Sinon, on a des stations, une station totale telle que le projet le stipule, et les niveaux. On en a deux, et puis tout il y a même des GPS qui est prévu. Donc, pour ça, l'entreprise a fait l'essentiel pour nous fournir. Donc, si on a besoin de ce matériel, pour pouvoir faire un contrôle, soyez-en sûr que le contrôle se fera sans problème. Les différents travaux, c'est comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est la partie supérieure et le PST, les terrassements. Après cela, si l'entreprise finit, nous passons pour la réception, dont la tolérance fait plus ou moins 2 cm. Et si la tolérance est plus ou moins 2 cm, la réception passe. Au-delà de ça, la réception est rejetée. Mais depuis lors, on n'a pas eu de léger, parce que c'est conforme. Et après, la partie supérieure du terrassement, c'est la fondation qui est le sol ciment. Ça, là-bas, la tolérance fait moins 2 cm plus 1 cm de tolérance. Mais nous n'avons pas commencé. Là-bas, d'abord, c'est la planche de chair que nous avons réceptionnée hier. Voilà, bon. Après, la couche de fondation passe GB, qui est la grave bitume. Là-bas, la tolérance fait plus 1 cm et moins 0,5 cm. Voilà, bon. Après, GB, c'est la couche le béton bitumineux. Voilà. Là-bas aussi, la tolérance fait plus 1 cm, moins 0,5 cm. Mais nous n'avons pas encore à ces étapes-là.
Notre mission ici, c'est le contrôle géotechnique. Le contrôle géotechnique, nous sommes chargés de tout ce qui est essai sur les matériaux, sur les différentes couches, sur le terrain, tous les essais en rapport avec le béton hydraulique, tous les essais qui entrent dans le cadre du contrôle géotechnique du projet. Voilà. Donc c'est nous qui faisons les essais et une fois qu'on a les résultats, on le transmet à la mission de contrôle, qui est le groupement C3AG7 pour une prise de décision. Donc, en gros, c'est notre mission comme ça. On fait les essais, on sort les résultats, mais la prise de décision revient à la mission de contrôle. Les difficultés, c'est un peu que l'entreprise voudrait souvent accélérer, alors que nous, on veut aller dans la qualité. Donc, ça fait que souvent, on ne se comprend pas. C'est la difficulté comme ça. Et ils veulent aller vite, nous, on veut aller qualité. Le plus souvent, ça ne part pas ensemble. Donc, naturellement, il arrive qu'on ne se comprenne pas. Mais heureusement, les experts sont là. Quand ça coince, voilà. Notre chef ici, c'est le géotechnicien, la personne de M. Ndo. Bon, donc quand ça coince, c'est à lui de prendre les décisions. Bon, le géotechnicien, c'est un technicien du sol, technicien de la terre, technicien du sol, dont le rôle sur un chantier est de veiller à la stabilité des ouvrages, stabilité vis-à-vis du sol support, stabilité vis-à-vis de l'environnement, stabilité vis-à-vis même de la bonne exécution. Si on met bien en œuvre, l'ouvrage est plus stable qu'une mauvaise mise en œuvre. Bon. Et ici, sur ce projet, nous intervenons en s'appuyant beaucoup sur le laboratoire national, parce qu'il s'agit ici d'études de sol et de contrôle d'exécution. Et donc pour toutes ces deux dimensions, nous nous appuyons sur le laboratoire national pour les sondages, pour les essais de contrôle. Voilà. Bon, pour ce que nous faisons chaque jour ou depuis que le projet a commencé, c'est que nous avons la dimension contrôle d'exécution. Et ce contrôle d'exécution, c'est de voir la qualité des matériaux et des essais qu'il faut pour contrôler ces matériaux et la bonne mise en œuvre de ces matériaux afin d'assurer la durée de vie des ouvrages que nous avons à mettre en place. Bon, il y a une dimension, bien sûr, étude, qui est que nous diligentons des études, des sondages, des essais. Et nous observons, suivons, examinons et approuvons des études de formulation. Études de formulation des bétons, béton B25, B30, et études de formulation sol-ciment, études de formulation de la grave bitume, études de formulation du béton bitumineux. Voilà, donc pour tous ces deux domaines d'intervention, nous nous appuyons, comme je viens de le dire, sur le laboratoire national pour les actions des essais. Bien sûr que nous coiffons ici le laboratoire national qui travaille sous notre responsabilité sur le terrain. Travaille sur notre responsabilité sur le terrain. Voilà, et nous prononçons des réceptions géotechniques pour les ouvrages réalisés. On ne pourra pas du tout voir pour le mieux.
il ne manque pas de difficultés à un travail. Nous avons rencontré des difficultés. Donc, quelques-unes de ces difficultés, c'est d'abord la mobilisation et le déploiement tardif du laboratoire de la mission de contrôle. Bon, ça a été une grosse difficulté. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est la disponibilité des locaux, des conditions à mettre en œuvre pour le travail du laboratoire. On a hérité ici d'un bâtiment qui était un peu vétuste. Et quand vous regardez sur le parement de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a des brisures. Et nous avons eu au niveau du laboratoire des courts-circuits. Il y a aussi les conditions comme le délestage pour le courant électrique, parce que beaucoup de matériel fonctionne à base d'électricité. Bon, aussi, on peut aussi mettre au compte des difficultés de délai. Parce qu'un projet qui était plus prévu pour 18 mois est reporté à peu près à 12 mois. Et fait que l'entreprise, bien sûr, veut aller très vite. Alors, ce n'est pas qu'il ne faut pas aller vite, mais il faut aller vite et bien. Voilà, il faut aller vite et bien. Il y a aussi une autre difficulté qu'on peut citer, qui est la difficulté inhérente à toute mission de contrôle. Contrôler une entreprise, contrôler l'exécution de travaux. Et généralement, on est perçu beaucoup plus comme un gendarme plutôt que comme un conseiller à la bonne exécution. Voilà, c'est à peu près quelques difficultés qu'on peut citer. Cette longueur de 28 km, nous avons au total 29 ouvrages hydrauliques qui initialement étaient prévus pour être rallongés. Mais au démarrage des travaux, lors de notre revue d'études, nous sommes aperçus que les ouvrages avaient atteint un niveau de dégradation, de défectuosité qui nécessitait leur reconstruction. Nous avons obtenu l'accord de l'administration, le maître d'ouvrage, qui nous a autorisé à procéder à la reconstruction de ces ouvrages-là. Les 29 ouvrages sont composés de deux catégories. Il y a des ouvrages qui sont de type monocade et des ouvrages double-cade. Au total, nous avons 26 ouvrages monocade et 3 ouvrages double-cade. Les ouvrages monocade ont des sections allant de 100 x 100 à 200 x 100. Et les ouvrages double-cadre ont des sections de 2 x 300 x 200 à 2 x 400 x 250. Nous avons aussi en charge l'assainissement longitudinal qui est constitué de fossés de drainage, soit en terre ou des fossés revêtus, et puis des ouvrages de traversée pour faciliter l'accès aux riverains à leur concession et pour accéder aux bretelles et amorces qui permettent de regagner les différentes agglomérations que desservent la route. Nos ouvrages sont réalisés en 4 grandes étapes. Et à la première étape, il consiste à faire la démolition de l'ouvrage existant, suivi de fouilles. Cette opération cumulée permet de libérer l'emprise nécessaire pour la reconstruction des ouvrages. Après cette étape, nous procédons à des réceptions d'ordre géotechnique et topographique afin de nous assurer que le fond est suffisamment stable et les côtes respectées. Puis s'ensuit l'exécution de l'ouvrage proprement dit, qui est réalisé sur un béton de propriété ou un gros béton. Sur ce gros béton, on pose le ferraillage
et s'ensuit les coffrages et bétonnages des parties radiées, voiles et puis tabliers de nos ouvrages. Une fois l'exécution de la mise en œuvre du béton armé achevée, le cadre est constitué, donc on passe à la troisième étape qui consiste à remblayer le vide au-delà des parois. C'est l'étape de mise en œuvre de remblais techniques. Ces remblais techniques sont exécutés par couches successives d'épaisseur variant entre 20 et 25 cm au maximum pour obtenir les bonnes capacités, la capacité suffisante jusqu'à atteindre la rase supérieure de l'ouvrage. Une fois le remblai technique achevé, nous passons à l'étape de mise en œuvre des protections sur l'ouvrage. Les protections sont constituées essentiellement de bordures de protection des remblais contre les ravinements et quelques équipements comme des descentes d'eau, et les talus au droit de l'ouvrage sont directement revêtus par des moellons. Ces moellons sont scellés dans un mortier et un gros béton qui stabilise le talus, et l'ensemble est appelé perré maçonné. À la date d'aujourd'hui, l'ensemble des 29 ouvrages sont déjà entièrement reconstruits. Donc nous sommes à un taux d'exécution physique de 100%. Donc les perrés maçonnés, j'allais dire, sont en train d'être posés. Les ouvriers sont à pied d'œuvre, le talus a été déjà apprêté et donc un gros béton est apporté dans lequel on ancre les moellons d'une taille bien déterminée. C'est ce qui constitue la protection du talus de l'ouvrage. Nous nous trouvons présentement au niveau de l'OH 57, qui est un ouvrage de type double cadre, de dimension 2 x 300 x 200. C'est-à-dire chaque cellule a une largeur de 3 mètres, une hauteur de 2 mètres. Au niveau de cet ouvrage, ils sont en train d'effectuer le talutage du remblai passé à l'ouvrage actuellement, en vue de mettre en œuvre les perrés maçonnés de protection. Nous sommes ici face à l'ouvrage hydraulique 54, le plus grand que nous avons sur le chantier. Sa section est de 2 fois 400 x 250. Donc l'ouverture fait 4 mètres et la hauteur 2,50 m pour chaque cellule. C'est le remblai technique qui est en cours d'exécution. Il s'exécute par couches successives d'épaisseur variant de 20 à 25 cm. Donc sur l'usage, nous avons des marquages qui sont suivis à chaque fois. Et chaque planche fait l'objet de réception géotechnique par des essais de densité. Nous pouvons remarquer des trous de densité. C'est un appareil qui permet de mesurer la capacité du matériau et s'assurer qu'il est conséquemment mis en œuvre. C'est ainsi que le comblement des tranchées est fait au droit de chaque ouvrage jusqu'à arriver au niveau de la côte de l'ouvrage.
tâche spécifique pour l'environnementaliste, c'est éventuellement, comme je le disais, le contrôle de tous les aspects depuis les questions, c'est-à-dire c'est évolué à plusieurs niveaux. L'aspect administratif, c'est-à-dire assurer que les documents nécessaires pour le suivi, c'est-à-dire les procédures, dans les PPS, comme on dit PPS, plan de protection de l'environnement des sites, sont élaborés conformément au CCTP. Et éventuellement, sur la base de chaque tâche qui doit être menée, on va dans ce PPS voir quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte et voir est-ce que c'est réalisé avec des indicateurs clés. Donc, c'est en grosso modo, quand je dis c'est pour être plus précis, dans les CCTP, il est prévu, je prends un exemple, pour les emprunts par exemple, il faut l'identifier, à qui appartient l'emprise de l'emprunt, signer un protocole avec les bénéficiaires, les propriétaires et avoir une autorisation, une fois que l'autorisation est acquise, faire un inventaire, un plan, un document typique pour chaque site, puis maintenant procéder à son exploitation avec conformément à ce qui est écrit à un document pour chaque emprunt. Nous travaillons toujours en équipe, on arrive toujours à s'en sortir. Comme on l'a dit, tout ce que nous mentionnons comme difficulté, nous rencontrons d'abord nos premiers responsables, c'est-à-dire le chef de mission de contrôle, nous les soumettons. Et éventuellement, nous travaillons en concertation à l'issue des réunions de chantier pour faire sortir tout ça et lever nos inquiétudes. Voilà. Généralement, tout est mentionné dans les rapports des missions de chantier, donc lors des réunions de chantier. Au sein de l'entreprise, depuis le démarrage jusqu'à ce stade, il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis, c'est-à-dire les travaux de terrassement, nettoyage de l'emprise. Les travaux, il y a l'identification et l'exploitation des emprunts et puis éventuellement les séances de sensibilisation sur le VIH-Sida et puis éventuellement aussi l'aménagement un peu de 2 ou 3 forages communautaires. Donc il faut dire que toutes ces tâches ont été menées conformément à ce qui est écrit dans les plans de protection de l'environnement des sites. Un autre élément, c'est dans ce cadre, il y a eu ce qu'on peut ajouter à ce niveau, en plus de murs qui entrent dans le cadre, mais aussi le reboisement compensatoire des 100 pieds. En tout cas, qui sont très bien déroulés. On peut parler de 94% de taux de réussite parce que sur les 100 pieds qu'on nous avait demandé, qu'on avait instruit à l'entreprise de mettre sur pied, nous avons suivi avec précision toutes les démarches pour l'obtention pour qu'on puisse mettre ça en œuvre. Et sur ces 6 pieds qui n'ont pas survécu, et en ce moment nous sommes en phase pour les remplacer. Donc il y a le mur et les séances qui ont été réalisées. Le mur au niveau du CSPDC là, il y a un autre mur encore qui est prévu à la sortie au niveau de l'école des armes. Pour chaque tâche, chaque atelier, il y a des aspects environnementaux qu'il faut prendre en compte. Je prends un exemple. D'abord, le premier élément, c'est le port obligatoire des équipements de protection individuelle à tous les personnels, c'est-à-dire personnel de l'entreprise, personnel de la mission de contrôle, même les visiteurs. C'est l'une des conditions que nous avons posées à notre niveau. L'autre aspect aussi, c'est la réalisation des déviations et l'entretien des déviations. Vous savez que quand on veut faire un ouvrage, il va falloir dévier. Et le tronçon, vraiment, le trafic routier est vraiment important. Il faut vraiment prendre des mesures avec précision pour minimiser les risques d'accident. Donc c'est tous ces éléments qui entrent en ligne pour le volet environnement. Et un autre aspect aussi, c'est la sécurisation routière, l'installation, c'est-à-dire des panneaux de signalisation vraiment à ce niveau. Et là, il faut dire que l'entreprise s'y met vraiment, se bat aussi pour mettre ça en œuvre. Donc pour le moment, en tout cas, comme les rapports les indiquent, tous les éléments qui sont mentionnés. Donc, et pour chaque emprunt aussi identifié, après exploitation, on va le réhabiliter pour nous à notre niveau.
Je prends un exemple, l'empreinte numéro 9 que nous avons déjà identifié, exploité. Après avoir l'exploitation, on a instruit à l'entreprise de le réhabiliter. Et je pense que pour cette même saison hivernale, d'abord il a été réhabilité conformément au nom de la CCTP, mais les propriétaires ont commencé même à exploiter même l'emprise de l'emprunt qui est déserté. Donc ça veut dire qu'il a été réhabilité, où on a remis donc la terre végétale qui s'est trouvée là-bas. Et c'est comme si rien n'était. Voilà. Donc en tout cas, il y a toutes ces tâches qui entrent en ligne avec le truc. Mais l'autre aspect aussi, c'est le cadre de sécurité que l'entreprise, nous avons inséré l'entreprise de Méni. Donc d'être à l'écoute aussi des populations riveraines pour éventuelles revendications ou quoi que ce soit, ou face à des situations. Et surtout, lors du recrutement, tenir compte de la main-d'œuvre locale le long de l'emprise. Et pour ça, nous avons des indicateurs aussi de vérification.